Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Le ciel, le soleil et la mer est la chanson qui résume le mieux l'univers poétique et musical de François de Guelt. Écrit en 1965, ce slow, repris chaque été depuis 58 ans, a nourri François de Guelt jusqu'à sa disparition en janvier 2014. Il s'était installé dans le Var avec son épouse Salomé, qui partagea sa vie pendant presque 23 ans. Dans cet entretien, Salomé de Guelt se souvient de sa rencontre avec l'artiste, de la découverte de l'homme et de l'amour qui les unira dans un quotidien fait de surprises, de romantisme et de confiance partagée. Je m'en souviens simplement, c'est que j'étais toute petite. J'avais 7 ans. C'est à travers mes parents, plutôt. Évidemment, mes parents sont de la même génération que François. Ils étaient fans de chansons françaises, Jacques Brel, Nougaro. J'aurais jamais cru un jour rencontrer François de Guelt. Jamais. Évidemment que quand on est gamine, on ne peut pas rêver de ça. Mais tout d'un coup, les choses deviennent possibles. Et à travers mes parents, notamment ma mère, petite anecdote, quand François voyait ma mère, elle l'appelait fiston alors qu'elle était plus jeune que lui. Ça, j'adore ce genre de choses. François, quand cette chanson phare, le ciel, le soleil et la mer, ça a donné quelque chose d'exceptionnel. Alors, les gens se sont aimés sur cette chanson. Les femmes étaient amoureuses de lui. Toutes les femmes craquaient pour cet homme. J'ai adoré savoir ça. Alors, quand je l'ai rencontré, ça m'a pas fait un effet extraordinaire d'ailleurs, c'était plutôt neutre. Lui aussi. Je me demande s'il m'avait remarqué, je suis pas sûre. Bon, maintenant je le saurai jamais. Je me demande si... Je me dis juste que ce qu'il fallait, c'est qu'il me voie 2 fois. C'est la 2e fois que ça a opéré. La 2e fois, j'étais accroupie en train de regarder un petit chien que je caressais. C'est une amie qui m'a dit « Je vais te présenter François de Guelt ». On allait souvent à la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence. Je rencontrais beaucoup d'artistes. Et François de Guelt, ça me disait quelque chose vaguement par mes parents. Et puis, ce jour-là, je caressais un petit chien. Il s'est approché comme ça. Il m'a tout simplement dit « Il faudra qu'on dîne un soir ». C'est tout simple. Je lui ai dit oui, il faudra qu'on dîne un soir. Et je me suis dit, bon, ça se fera pas tout de suite probablement. Et ça s'est produit. Il m'a donné son numéro de téléphone, tout simplement. À l'époque, son numéro de téléphone, il était très marrant parce qu'il était sur une valise... pas une valise RTL, une valise de téléphone Radiocom 2000. Enfin, je ne veux pas faire de pub pour cette marque magnifique qui n'existe plus. Mais c'était magnifique cette valise, elle pesait peut-être 10 tonnes. Il avait des tennis elbow en permanence. Et quand il coupait le téléphone, on ne pouvait plus jamais le joindre. Mais un jour, il a posé cette valise, il a écouté, et puis il s'est dit là, il faut que je me pose. Il était un peu dans une période compliquée. Il avait besoin de se poser sur son bateau. Alors, évidemment, je dois dire quelque chose, il était marié. Alors cet homme était marié, mais il vivait tout seul sur son bateau. Et je lui ai dit, dès la première fois, je ne fréquente pas les hommes mariés, monsieur. Je viens de divorcer moi-même, j'ai pas envie de me plonger dans une histoire comme ça, ça va pas avec mes valeurs. Pas d'homme marié, il m'a dit, il n'est pas question de ça, très vexé. Il a attendu 1 an, on ne s'est plus parlé tellement, sauf par petits messages téléphoniques.
Et un jour, il m'a rappelé, il m'a dit, il faut que je te dise quelque chose. Je t'aime. Ça, c'est terrible d'entendre ça au téléphone, on se demande ce qui se passe. Et j'ai divorcé, j'ai demandé le divorce. Voilà comment ça s'est passé, tout naturellement, tout simple. Et là, silence, radio. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais de cette information ? Qu'est-ce que je fais de cette information ? Il était en train de perdre son père, il m'a dit, voilà, je suis à Paris, tu es dans le sud, si tu veux, on peut se revoir, très vite. Fais comme tu veux, mais donne-moi une réponse. Et j'ai donné une réponse très vite. Je savais que c'était lui, finalement. Vous savez, il y a des choses comme ça, on peut pas, ça se fait tout seul, il y a pas de... On n'a pas besoin de téléphoner à quelqu'un, on n'a pas besoin de se téléphoner à soi-même. Il y a une réponse immédiate, lumineuse. C'était lui et c'était moi. Alors évidemment, ça s'est déjà dit avant, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ah là là, alors plusieurs choses, j'ai fait beaucoup de choses, bon tant mieux. Ça me permet justement d'avoir une espèce de souplesse d'esprit peut-être. Et surtout, je me résume par le cœur. Enfin, je ne suis pas du tout cardiologue. Hein. Non, c'est plus des activités qui étaient reliées à tout ce qui est humain. Alors je me suis occupée de diététique, d'hygiène alimentaire, de nutrition, toujours le bien-être. La danse aussi. Ah, la danse. Danseuse, c'était pas mal non plus. J'ai eu pas mal de périodes différentes dans ma vie. Je classe un peu celles qui ont existé avant, parce qu'il y a eu des moments un peu difficiles. François m'a sorti d'une période compliquée, un sauveur. Et je crois que je l'ai sauvé aussi à un moment compliqué pour lui. Alors, vous voyez, je ne me résume pas avec un métier, c'est pas ça. C'est juste des envies d'être, tout simplement. Alors, comment faire pour faire comprendre à des gens... J'ai travaillé bien évidemment dans ma vie, j'ai fait pas mal de choses comme je viens de vous le dire, mais le plus important, c'est que j'étais toujours dans un milieu artistique et que j'avais besoin d'être parmi des artistes. En moi, j'ai cette fibre-là et j'adore ça, c'est ma vie. Parmi des peintres, des sculpteurs. Et pour la première fois, alors évidemment, est-ce que je peux me permettre de dire que je suis une muse ? C'est compliqué à dire ça. Il faut que ça vienne des artistes. Mais ça s'est produit avant François, sculpteur, qui se sont servis de moi comme modèle. Et voilà, et la danse, c'est pareil. Vous exercez avec des gens dont c'est le métier. Ils font de vous ce que vous êtes après. Et François était ravi de trouver cette muse au chômage, finalement. Et je pense qu'il m'a façonné et révélé à moi-même. Et je l'ai aidé à faire pareil, sûrement, puisqu'il a pu écrire des œuvres qui n'ont rien à voir avec les Bleuettes d'avant. Et ça, c'est géant. C'est géantissime. François de Gelt, évidemment, ça n'évoquait pas ce que ça pouvait évoquer pour mes parents. C'était quelque chose en pointillé, disons, hein, je dirais, en pointillé. Je peux pas dire que c'était quelque chose d'inaccessible ou d'accessible. Enfin, ça, rien. C'était pas. Il y avait aucune. C'était un peu neutre. Vous voyez, j'ai envie d'être sincère, direct. C'était neutre parce que je savais bien évidemment que c'était un chanteur connu, qui avait été populaire. Mais ça ne... Comment vous dire ? Ça n'avait pas l'importance que ça a eu après, justement. Sur le moment, ça n'a rien provoqué. Ce qui s'est passé, tout simplement, c'est voilà, un homme, une femme libre à ce moment-là, complètement libre, et surtout
une force d'aimer incroyable, le romantisme au rendez-vous. Ça, c'est quelque chose de rare, intemporel, atemporel aussi. J'adore dire ça, j'adore me retrouver dans un univers comme ça romantique, qui est vraiment hors temps et qui fait que il est ce qu'il est, il a été ce qu'il a été et que je suis moi aujourd'hui. Une femme à part entière, entièrement à part. J'ai bien aimé, comment vous dire, savoir qu'il pouvait se révéler encore à lui-même. Alors l'idée, c'est tout simple, oui et non. Il était en pleine philosophie. Je parle des études. Il a commencé comme ça, il voulait être prof de philo. Voilà, c'était ça l'idée. Mais comme il vivait à Barbezieux avant d'être à la Sorbonne, il était très inspiré par les voyages, il rêvait beaucoup. C'était le rêve. Je me souviens d'ailleurs qu'il me disait souvent qu'à Barbezieux, il y avait un endroit qui s'appelait le cours, je crois, de la Martinique, ou des îles, Et donc, incroyable, il allait à cet endroit, toujours, il se positionnait à cet endroit pour rêver, pensait toujours qu'il partirait de là, sans savoir qu'il serait chanteur, mais il savait qu'il se projetterait à un moment donné, qu'il sortirait de cet endroit, qui pourtant était un endroit tout à fait adorable pour lui, puisqu'il a été élevé par sa grand-mère à Barbezieux. Mais il avait envie toujours de partir, il rêvait que de ça, de voyage, il m'en avait parlé. Et quand il était donc après à la Sorbonne, en train de faire ses études de philo, il a été happé par la radio, les scènes. Et ça, quand on est happé avec une si belle voix, et son père était ténor quand même. Son père lui disait, mon vieux, tu as un trésor dans le gosier. Alors, vous savez, quand vous avez été bercé par ce genre d'informations, obligé, forcément, ça vous forme à un moment donné, ça vous donne envie d'aller plus loin. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tenté, une fois, les radios crochets, les choses comme ça existait à l'époque. Happé par tout ça, le succès immédiat, il s'est retrouvé sur les scènes parisiennes, les cabarets. Il a pu chanter très vite. Il a laissé tomber finalement les études après la licence de philo, et puis s'est retrouvé chanteur à succès, vedette très très vite. La notoriété est arrivée encore plus fort avec le ciel, le soleil et la mer. Il l'avait déjà, mais ce qui est drôle, c'est que il était déjà vedette en fait avant le ciel, le soleil et la mer. Mais comme il se produisait beaucoup sur les scènes parisiennes, les cabarets, qu'à l'époque il n'y avait pas Facebook, les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Bon, alors évidemment les choses comment dirais-je, à distance, c'était beaucoup plus compliqué. Lorsqu'il allait au Canada, en Belgique ou dans les îles pour chanter, les gens le connaissaient, c'est drôle, mais il n'y avait pas cette immédiateté, cette espèce instantanéité, voilà. Il a eu la chance aussi d'avoir cette fibre incroyable de transmettre déjà tout jeune. Et donc, étant sur un piédestal déjà, il avait la possibilité de faire ça, et pour lui, c'était un échange incroyable. Il adorait tendre le micro à d'autres artistes, il adorait faire ça, il a fait ça pour Brel, il a fait ça pour... On en reparlera, mais vraiment, je citerai les noms qui me reviennent comme ça, parce que c'est important de le dire. Il ne l'a jamais dit lui-même d'ailleurs, mais ce qu'il a pu me dire, c'est que de façon naturelle, cette chanson a été effectivement une chanson phare, incroyable. Le titre est géant. Elle est au fond du cœur des gens, dans les âmes 60s. Elle a vraiment traversé le temps comme ça, sans prendre une seule ride. Et si les rides sont présentes, elles sont de toute façon intemporelles. Et ce qui est fabuleux, c'est de trouver que, effectivement, ça a pu masquer d'autres chansons connues, moins connues, méconnues.
ça a pu masquer, lui aussi, il avait une légère frustration, je dirais, par rapport à d'autres chansons qu'il a écrites, pensées, réfléchies, vécues intensément, mais qu'importe. L'essentiel, c'est que elle existe. Et c'est pas... La frustration était légère, c'est pas grave, il a fait avec. Et quoi qu'il arrive, chaque fois qu'il devait se présenter sur scène, il savait que c'était incontournable. Il était obligé de l'interpréter. Et donc ça faisait partie de lui, de toute façon. Et il ne pouvait pas ni la renier, ni la dénigrer, pas du tout. Au contraire, il l'a accepté au fil du temps. Ça faisait partie de lui et ça lui a permis de passer... Mais ce que j'aimerais quand même que les gens sachent, peut-être qu'ils le savent pour certains, c'est que de toute façon, il écrivait toujours les chansons de tout son cœur et que ça se sentait, cette sincérité, cette authenticité. Et c'est pour ça peut-être qu'il ne faisait pas des tubes, cette espèce de machine à tubes. Mais il y a eu quelques autres tubes. On peut en citer quelques-uns. Alors, Le Printemps, On ne s'en va jamais des îles, Paris c'est trop loin de la mer. Il y a Colombe. Il y a eu aussi Jusqu'à Venise. Il y a aussi Quand Sinatra. Alors ça, il y a des gens qui me demandent mais on la trouve pas quand Sinatra, ils adorent ça. Il y avait aussi Dis rien. Alors il y a des chansons qui ont été marquées par Eurovision. Il a remporté quand même 2 beaux succès, Eurovision, c'est Dis rien et Je te tendrai les bras. Chanson où il est arrivé 2e quand même, à l'Eurovision, c'est quand même tout à fait noble, digne, enfin voilà. Et ces chansons-là ont marqué aussi leur succès. Je crois que c'était... D'ailleurs, elles sont nées avant Le ciel, le soleil et la mer. Il me semble bien que c'est 59. Donc, de mémoire, peut-être bien 59 ou 60. Enfin bref, c'est dans ces eaux-là. Elles ont marqué aussi leur temps. Et voilà, je trouve qu'il y en a bien d'autres. Hein. Il y a Le bal de la marine. Ben voilà, Le bal de la marine. Je me souviens très bien du petit bal de la marine, près du pont de Grenelle où j'ai connu mes petites cousines. On avait 17 ans et pas beaucoup d'argent, chacun payait sa part et quand on rentrait tard, on s'en allait à pied. À l'aube, à la fin de la semaine, on se retrouvait à la marine. Puis au bord de la Seine, on emmenait nos petites cousines. C'était notre week-end en plein cœur de Paris. On se disait je t'aime, mais c'était pour la vie, mais c'était pour l'amour quand même. C'est pas mal, effectivement, de se souvenir, ou pas, parce qu'il y en a qui ne le savent pas, que François a été un passeur, je dirais. Il a permis à des artistes de vraiment se révéler. Alors, c'est pas lui qui leur a donné le talent qu'ils ont, évidemment. Loin de moi l'idée de dire ça, loin de moi. Je veux vraiment coller au plus près de cette façon qu'il a eu de faire. C'est vraiment fidèle. Je veux être fidèle à l'image, à ce qu'il a fait, à ce qu'il a été. François a été un passeur. Pourquoi ? Il a permis à certains. Alors, je vais vous donner quelques noms, peut-être que vous les connaissez. Jacques Brel, Michel Sardou, Dave. Alors Pierre Perret, mais ça c'est spécial, Pierre Perret. Alors je reprends sur Jacques Brel quand même, c'est important. En fait, Jacques Brel était sur la butte de Montmartre. Il grattait la guitare et il avait un surnom un peu péjoratif. Bon, c'est pas péjoratif, mais un peu quand même. Le Belge. C'était le Belge. Il chante sur la butte, le Belge. Et on l'appelait aussi, je le dis doucement, Prêchi, Prêcha. Alors on l'appelait aussi, parfois, enfin c'était pas agréable. François, vraiment, ça l'insupportait d'entendre des noms un peu comme ça d'oiseaux, des noms pas très agréables pour lui. Il adorait le style de Jacques Brel, il adorait son talent.
de le voir chanter comme ça à la guitare alors que lui était vedette dans les cabarets, ça l'a inspiré, ça lui a donné envie de le faire chanter aussi. Enfin, de la façon la plus noble possible. Il l'a donc fait chanter, mais ça c'était un peu compliqué au moment de la demande dans le cabaret où il chantait. Quand il a annoncé qu'il voulait que Jacques Brel vienne chanter au même endroit, au pluriel, que lui, il y a eu un silence et même un refus de la part de la patronne, alors dont j'ai oublié le nom, mais enfin ça je pourrais vous le redire parce que ça prouvera que ce que je dis n'est pas imaginé ni affabulé. En tout cas, elle a refusé, elle a dit non. 2 chanteurs à la guitare, c'est pas possible, ça fait trop, c'est pas possible. Il lui a dit, écoute, c'est tout simple, j'arrête de chanter à la guitare, je chanterai debout devant le pianiste, si tu prends le Belge, Jacques Brel. Si tu le prends, j'arrête de chanter avec ma guitare. Qu'est-ce que tu... Alors là, elle ne pouvait pas faire autrement que d'accepter. Ça s'est passé comme ça, dès le lendemain, avec le pianiste d'ailleurs qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Claude Pauvillon. Ça me revient bien. Ce monsieur m'a dit, c'est tout simple, c'est moi qui l'ai accompagné au piano. Il a imposé Brel au cabaret. Il a chanté un soir, il a chanté le lendemain soir, il a chanté tous les soirs. Il a chanté de plus en plus dans le cabaret où chantait François. Il a chanté dans tous les cabarets où chantait François. Il a chanté dans tout Paris. Il a chanté dans toute la France. Enfin, il a chanté. Et François a produit le tout premier disque 33 tours de Jacques Brel, qui s'appelait Le Grand Jacques, que vous pouvez encore trouver peut-être. Évidemment, on ne mettait pas à l'époque ce genre d'indication, mais c'est de sources sûres. Et il y avait des gars comme Bernard Dimet qui étaient là aussi et qui ont été témoins de tout ça. Ah, Brel n'est pas le seul, il a tendu aussi le micro. Je dirais aussi j'ai envie de dire ça. Quand on tend la façon d'écrire à quelqu'un, parce qu'il adorait les gens qui écrivaient aussi, les auteurs, il a tendu l'encrier, parce que maintenant tout est numérique, alors quand on dit un encrier, on se demande ce que c'est. Mais pour ceux qui ont connu les encriers, c'est pas mal quand même. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec un encrier ? On écrit. Et c'est fabuleux de pouvoir écrire. Donc les gens comme Michel Sardou, qui a fait sa première scène à Bobino, en première partie de François de Guelt. C'est géant. Nous avons aussi Dave qui grattait la guitare, pareil, autour de Montmartre, comme ça, il traînait un peu ses guêtres. Et François l'a hébergé. On l'a croisé, Dave, dans la tournée Âge tendre et tête de bois. Il a dit « Ah, mon petit François, tu te souviens, quand tu me donnais à bouffer chez toi ?» Il est direct, Dave, j'adore. Merci, Dave, d'avoir dit ça. Merci de le dire encore. Jacques Brel n'est plus là pour le dire. Michel Sardou peut-être le redira un jour, j'aimerais bien, ça me ferait vraiment plaisir. Il y a d'autres artistes comme ça, il y a Pierre Perret, qui est un peu dans la panade quand il est tombé malade. Alors je ne veux pas non plus dire des choses qui dérangent, hein. Je ne suis pas là pour dénoncer quoi que ce soit, moi, vous savez, je ne suis pas là pour ça. Juste dire voilà, qu'il était très malade et que François a pu organiser une sorte de... Comment on peut appeler ça maintenant sur les réseaux sociaux ? On fait des espèces de tirelires, enfin je ne sais plus comment... Bref, il y a des noms pour ça, bref. On fait ce genre de choses, et lui il l'a fait pour Pierre Perret. Il a réuni les artistes, Dalida, Bruno Cocatrix, l'Olympia. Tout était possible pour faire une sorte de quête, une cagnotte, la cagnotte. Voilà le mot que je cherchais, la cagnotte. Fabuleux. Il a réussi, ce tour de passe-passe incroyable. Et Pierre Perret, qui était un petit peu sur la touche par rapport à cette période, évidemment, on est malade, on ne peut plus chanter, et a pu revenir sur le devant de la scène, des scènes. J'aime bien mettre tout ça au pluriel. Je suis vraiment très très fière d'avoir été dans la vie de cet homme-là.
un grand seigneur, reconnu par ses pairs et par ses semblables, les artistes de sa période, de son époque. Certains ne sont plus là pour le dire, certains sont encore là. Et c'est vraiment une personne de cœur. Il a été vraiment au top de ce côté-là. J'ai adoré partager sa vie. Tout était fait par le cœur et avec le cœur. Ah oui, alors évidemment, il y a des moments où il y a des creux de vague. Et comme justement le creux de vague concerne ses bateaux, moi je le voyais au début sur son bateau. Il était sur cette... Alors, Sainte-Maxime, dans le Var, après Juan-les-Pins, à côté du festival de jazz. Donc, évidemment que c'est plus la scène tous les jours, les télés, les radios, tout ça, mais c'est lui qui s'était mis un petit peu sur le côté, en se disant, tiens, moi j'aime écrire, je ne veux pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Je fais partie du show business, mais est-ce que c'est ce que je veux vraiment ? Comme il avait beaucoup de questions philosophiques, c'était sa formation aussi, je pense que c'était tout naturel pour lui. Il a trouvé la réponse naturellement en lui et ça s'est imposé. Il a choisi de faire son chemin de... Alors c'est drôle parce que il y a quelque chose qui me revient par rapport à ça. Quand on parle des troubadours, alors lui c'était un troubadour. Comme il était du Sud, il disait qu'il était un troubadour du Sud. Et tout ce qui était du Nord, par exemple Jacques Brel, c'était un trouvère. Alors le trouvère du Nord, le troubadour du Sud, il a fait son chemin de troubadour comme qui rigole, tout simplement. Alors évidemment qu'on s'éloigne un peu des feux de la rampe, des sunlight, des tropiques ou d'ailleurs. Le côté où il a voulu continuer à écrire, continuer à faire de la scène quand même, mais de façon beaucoup plus intimiste. Il n'avait plus besoin du Stade de France, plus besoin des grandes salles, des zéniths. Il faisait ça de façon peut-être artisanale, mais toujours artistique, sincère, authentique. Et de toute façon, toujours du bon côté du cœur. Il a continué à écrire. Le quotidien avec lui, c'était les notes bleues qui s'échappaient de son bureau, de sa chambre, et que je happais par la fenêtre. J'essayais de trouver justement des possibles, des champs des possibles avec lui. Quand il écrivait, j'étais son premier public du matin, du soir, de la nuit, du midi, de ses démons, de ses feux mal éteints. J'ai pu faire tout ça avec lui tout naturellement. Il a tout simplement continué à m'inviter alors qu'on habitait ensemble depuis... On est restés presque 23 ans. Il a presque réussi le contrat des 23 ans. Finalement, c'était 22 ans et demi. Mais en fait, il a réussi quelque chose de somptueux. C'est de maintenir un accord parfait sur une clé de sol. Tous les jours, inviter... la femme avec qui on vit, alors qu'on vit avec elle, c'est quand même extraordinaire de pouvoir faire ça. Me téléphoner, est-ce que tu veux dîner avec moi ce soir ? Me téléphoner, est-ce que tu veux déjeuner ? Alors, évidemment, je ne vais pas dire Lady Marmelade, voulez-vous coucher avec moi ce soir ? Bon, ça fait rien. Ça, je vous laisse deviner tout ce qui peut se passer entre deux personnes qui s'aiment et qui entretiennent une relation très privée, très, très intime, et qui permettent justement d'inspirer des choses les plus belles, lumineuses. J'adore cette lumière qui naissait tous les jours de ses créations. Alors je le voyais écrire, je le voyais composer. Il avait un tout petit appareil pour enregistrer. Ça lui permettait d'enregistrer, d'effacer, de reprendre. Et d'ailleurs, il y a une chanson inédite parmi tant d'autres qui s'appelle « C'est elle ». C'est elle. Je vous laisse l'écouter, c'est
exceptionnel. Je transmets la possibilité d'écouter cette chanson qu'il a pu interpréter sur scène quelquefois, mais pas si souvent que ça. Elle est vraiment pour vos oreilles, pour votre cœur et pour votre âme. C'est elle, c'est mon amour qui me revient toujours, toujours, un peu défaite. C'est elle, cet air meurtri, avec son regard gris de lendemain de fête, comme un oiseau blessé, elle me revient lassée, déçue par ses conquêtes, exaspérée, jalouse d'un faux chanteur de blues, Don Juan de discothèque. C'est elle, c'est mon voyou, c'est elle, mon petit fou, toujours au bord des larmes. C'est elle. Comment fait-on vivre quelqu'un qui n'est plus là physiquement depuis le 22 janvier 2014 ? En fait, le 22 janvier 2014, pour moi, c'est tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'est pas là depuis le 22 janvier 2014. Alors, je dirais cette omniprésence absente et cette omniabsence présente. C'est-à-dire que je sens bien évidemment cette absence. Parce que quand vous avez un stentor qui rentre dans une pièce et qui dit « bonjour », rien que le mot « bonjour » prend une dimension incroyable. Vous avez l'impression que tout est possible avec un bonjour, un sourire. Il était tellement heureux de me voir chaque fois. C'était incroyable, impressionnant. Et ce bonjour, je l'ai imprimé à jamais. Je suis marquée au fer rouge, mais de façon positive, pas quelque chose qui saigne. Ce sont des cicatrices. Alors je pratique... évidemment, je crois qu'on dit que c'est le kintsugi en japonais. C'est mettre du fil d'or sur des cicatrices. C'est-à-dire que les cicatrices sont encore plus belles après. Au début, elles saignent, c'est pas des cicatrices, ce sont des blessures. Elles se cicatrisent et puis elles finissent par être de plus en plus belles. Elles sont dorées à leur fin. François, c'est ça, c'est doré à leur fin. Il a ouvert la possibilité pour moi de faire une école de Gelt. Voilà comment j'entretiens la mémoire de François. Je communique encore avec... J'y allais vraiment pourtant à reculons sur les réseaux sociaux. J'y allais à reculons parce que j'aime la discrétion, parce que j'aime cette fidélité qu'on a à quelqu'un du cœur, qui est de plus en plus rare, c'est un peu démodé. Tant pis, je cultive ce qu'il y a de plus démodé. Je cultive la différence, je cultive le bonjour, le au revoir, le merci. Je cultive tout ça. J'adore le faire parce que je le fais naturellement. François est toujours là. Je suis très habitée. Mais ce n'est pas du tout négatif. C'est pas cultiver, vous savez, des choses un peu morbides, macabres. Pas du tout. Et je pense que les gens, justement, qui suivent ce que j'écris de lui, au quotidien pratiquement, ils ont très très bien compris. D'ailleurs, je les félicite de tout mon cœur. Ce sont vraiment des gens de haute fidélité. Des gens d'une qualité surhumaine, je dirais. J'exagère pas quand je le dis. J'adore cette qualité que je retrouve en eux et que je retrouve en François et en moi. Ça permet justement d'avancer,
avec une belle lumière. Ça permet d'envisager les champs des possibles, le livre qui est en route, en cours, qui va voir le jour bientôt. Vous aurez des nouvelles, ne vous inquiétez pas. Surtout aussi de pouvoir continuer à parler de l'homme qu'il était, l'artiste qu'il était, cette fibre qu'il avait, exceptionnelle, unique. Et alors s'il y a des gens qui pensent qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, détrompez-vous, il a vécu sa vie d'homme, c'était très important pour lui. Il a eu 1000 vies, François, il a eu 1000 vies d'artiste, 1000 vies d'homme. Vous savez, ce qui est géantissime, c'est de trouver, même après, dans les courriers qu'on est obligé d'ouvrir, qui font partie d'une espèce de quotidien administratif, tout ça, rien de négatif. Tout était clair et net. Et je dirais même clarinette, parce qu'il jouait de la clarinette quand je rebondis toujours sur quelque chose en fait. La clarinette, il a commencé à jouer de la clarinette aussi. Alors évidemment, il a choisi à un moment donné de chanter, il a bien fait d'ailleurs, parce qu'avec le trésor dans le gosier qu'il avait, il aurait eu tort de s'en priver. Mais la clarinette, c'était quelque chose de pas mal non plus. Il avait commencé quelque chose. Les gens de peut-être Barbezieux et de Paris, à cette époque-là, s'en souviennent. Il a fait quelques démonstrations, pas mal. Et bon, et finalement, il a enchéri et surenchéri avec la chanson. Magnifique. Mais voilà, pour dire que cet homme-là est clair et net, en fait. Il a eu envie, avec le succès, de faire des choses du genre tiens, je vais m'acheter une Rolls-Royce. Bon. Alors, il s'est acheté une Rolls-Royce, il m'a raconté ça, c'est incroyable. Il l'a gardé une semaine, 15 jours peut-être, ou un mois. Il m'a dit c'était trop. C'était trop. Évidemment, quand on est un poète comme ça va pas du tout un homme d'affaires, pas du tout dans la démonstration de quoi que ce soit. Il voulait être, et donc, c'est ce qu'il a réussi à faire, être. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Et donc, quand on dit être, justement, je peux parler du nom, de son patronyme, de Gelt, qui est d'origine belge. Son grand-père était hollandais, du côté... je ne sais plus de quel côté, peu importe. Il avait un grand-père hollandais. Et puis le nom de Gelt, d'origine belge, comme d'ailleurs le fameux belge qui chantait sur la butte. Comme tiens, Dave hollandais, c'est drôle. Et... je pense à ça parce que De Gelt s'écrit avec un H, le patronyme. Donc mon nom, dont je suis si fière, de porter, grâce à l'homme que j'ai connu, De Gelt s'écrit avec un U. C'est lui qui avait choisi de l'écrire comme ça quand il a vu que le succès arrivait juste après la Sorbonne, les scènes... la radio, les gens avaient du mal avec le H au milieu. En France, le De Gelt avec un H, on ne sait jamais s'il faut le prononcer deg, de Gelt, mais bon, voilà. Du coup, c'était tout à fait lumineux, il a mis un U, c'était tout simple, c'est pour ça qu'on écrit François De Gelt avec un U. Eh bien, c'est pas grave, que ce soit avec un H ou avec un U, c'est toujours De Gelt. Ça permet de parler de François De Gelt, de l'école ou la school, la De Gelt School, peu importe. Je continue à parler de lui avec des gens qui l'ont aimé et qui l'aiment toujours. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je remercie vraiment encore du fond du cœur tous les gens qui m'écoutent aujourd'hui, tous les gens qui ont écouté les différentes émissions où j'ai pu parler de lui, tous les gens qui le suivent partout. Et qui me demande toujours des nouvelles de lui. J'adore. Merci. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. C'est ainsi que se conclut cette saison de La Parole donnée.
Nous vous donnons rendez-vous en octobre pour de nouveaux épisodes de podcast. Nous vous souhaitons un bel été. À très bientôt. On est bien tous les deux, c'est l'été, les vacances, oh mon Dieu, quelle chance il y a, le ciel, le soleil et la mer, il y a le ciel, le soleil et la mer, ma cabane est en planche et le lit n'est pas grand, mais tous les jours c'est dimanche et nous dormons longtemps à midi sur la plage. Les amis de notre âge chantent tous le ciel, le soleil et la mer, chantent tous le ciel, le soleil et la mer, et le soir, tous ensemble, quand nous allons danser un air qui te ressemble, vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour et de chance en chantant le ciel, le soleil et la mer, en chantant le ciel, le soleil et la mer, quelque part en septembre, nous nous retrouverons et le soir dans ta chambre, nous la rechanterons malgré le vent d'automne et les pluies monotones. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil.